Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce premier week-end de l'année 2021. Merci d'être au rendez-vous sur Monaco Info. La météo de ces derniers jours aura eu un point positif pour les stations de sport d'hiver. La neige est tombée en abondance en altitude sans pour autant que les skieurs puissent en profiter pleinement. La maire d'Isola 2000, Mylène Agnelli, sera avec nous pour partager cette situation particulière. Dans ce journal également, le succès de la patinoire qui ravit petits et grands. Et puis nous vous donnerons d'autres conseils et astuces pour éliminer les excès des fêtes de fin d'année. L'actualité, c'est également l'annulation de 2 représentations des ballets de Monte-Carlo. Bonsoir Vanessa Dessy. Une décision placée sous le signe de la prudence, Vanessa. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Oui, vous le savez, les ballets avaient déjà annulé leur représentation du 30 et 31 décembre après la confirmation de 3 cas positifs à la Covid-19 au sein de la compagnie. Cette fois-ci, il s'agit de l'annulation de l'AC prévue ce samedi au Grimaldi Forum. En effet, Jean-Christophe Maillot, chorégraphe et directeur des ballets de Monte-Carlo, souhaite à ce jour privilégier la prudence. La période d'incubation liée au coronavirus impose un délai supplémentaire qui permettra d'assurer la santé des membres de la compagnie. Cette décision semblait des plus raisonnables. Cette distinction à présent remise à l'archevêque émérite de Monaco, Monseigneur Barcy a été fait chevalier de la Légion d'honneur. Oui, et parmi les près de 4000 personnes décorées de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite, ce vendredi 1er janvier, Monseigneur Bernard Barcy a été nommé au grade de chevalier de la Légion d'honneur. On le rappelle, il a été l'archevêque de Monaco de 2000 à 2020. Désormais émérite de Monaco, le 27 janvier dernier, il célébrait sa dernière messe à l'occasion de la Sainte Dévote devant le couple princier et quelques 800 fidèles. L'autre information, Vanessa, c'est la disparition de l'artiste Kees Verkade. Le célèbre sculpteur avait un véritable lien avec la principauté qu'il affectionnait particulièrement. Parmi ses réalisations les plus prestigieuses, la statue de la princesse Grace en plein cœur de la roseraie, les sportifs devant le stade Louis II, le buste du prince Régnier III près de la sûreté publique et bien sûr François Lamalittia sur la place du palais princier. C'est en 1997 que cette commande spéciale a été honorée pour les célébrations du 700e anniversaire du règne de la famille Grimaldi. Merci Vanessa. Alors que les stations de ski se sont habillées de leurs plus beaux manteaux blancs, il est toujours impossible de profiter pleinement des pistes. Les remontées mécaniques sont actuellement fermées jusqu'à une nouvelle décision du gouvernement français. Alors comment les stations de ski font face à cette situation? Pour en parler, nous avons joint la maire d'Isola 2000. Bonsoir Mylène Agnelli. Bonsoir. Les vacances scolaires s'achèvent ce week-end dans des conditions très particulières pour les stations de ski. Comment vivez-vous ce début de saison? Oui, c'est très particulier en effet avec la fermeture des remontées mécaniques. On s'est adapté, on va dire, du mieux possible. On a quand même eu, grâce au décret du 4 décembre, la possibilité d'ouvrir les remontées mécaniques pour les clubs des sports, pour les clubs ESF, pour les mineurs licenciés, ce qui permet d'avoir une vraie activité quand même présente sur la station avec des familles qui sont là, qui consomment, qui sont présentes. Et puis, on a pu organiser des compétitions également, puisque ça rentrait dans les cases du décret, donc des compétitions avec la Fédération internationale de ski et des compétitions pour Monaco aussi, puisqu'on a eu Jacques Pastor qui est venu organiser 2 courses ici à Isola 2000. Donc, ça permet de maintenir une activité liée aux remontées mécaniques quand même. Et puis, à côté de ça, on s'est diversifié. Alors justement, comment vous vous êtes diversifié? Justement, on a essayé de mettre le ski alpin de côté et puis on s'est rabattu sur d'autres sports peut-être oubliés? Oui, sur la raquette, notamment, il y a beaucoup d'itinéraires raquettes qui ont été développés sur la station, les itinéraires de ski de randonnée, puisque avec la SEM et le syndicat mixte, on a décidé de sécuriser des itinéraires de ski de randonnée pour que les néophytes, mais aussi les skieurs de randonnée plus confirmés puissent évoluer en toute sécurité sur le domaine skiable, ce qui est particulièrement important, notamment aujourd'hui, et depuis quelques jours, on a des chutes de neige assez importantes. Donc, avant de partir en ski de randonnée, vraiment, il faut faire la météo, il faut consulter les pisteurs, les professionnels des écoles de ski pour s'aventurer en toute sécurité. Et puis, pour les familles, on a développé d'autres activités sur le front de neige, une 2e piste de luge, des concours de bonhomme de neige, un mini village avec des cabanes en bois,
une activité chien de traîneau qui marche, qui fonctionne très très bien. Donc voilà, on s'est tourné vers d'autres activités que le tout ski. Et du coup, est-ce que ces activités ont attiré du monde pendant les vacances scolaires? Oui, on a eu du monde. On a eu du monde à Isola 2000. Alors évidemment, c'est pas comparable avec des vacances de Noël classiques. Hein, au niveau des commerçants, c'est quand même très compliqué pour eux. Mais on a eu du monde. On a les résidents qui étaient présents, les copropriétaires qui sont venus très nombreux. Donc les parents évidemment de ces enfants qui sont dans les clubs USF ou dans le club des sports. Et puis les copropriétaires hein, qui sont venus, qui sont pas forcément restés 15 jours, qui ont fait parfois des plus courts séjours, mais qui sont venus, qui ont profité des activités. Et je pense que s'il faut tirer un bénéfice positif de cette ouverture extrêmement compliquée, c'est le fait que ça nous amène à réfléchir sur d'autres activités, sur l'aménagement notamment d'espaces pour les familles sur le front de neige. Et je pense qu'on pourra en tirer des enseignements pour l'avenir. Voilà, comment vous envisagez les prochains jours? Vous avez des indications concernant une éventuelle évolution des mesures sanitaires en votre faveur? Alors, la clause de revoyure fixée au 7 janvier est toujours d'actualité, donc malgré ce que l'on peut entendre à droite ou à gauche, pour l'instant, des décisions n'ont pas été prises. Alors, c'est vrai que les chiffres dans les Alpes-Maritimes ne sont pas forcément très encourageants, qu'il y a l'histoire du couvre-feu à 18 h, mais ça ne devrait pas nous empêcher d'ouvrir nos remontées mécaniques, ça ne devrait pas nous empêcher de pouvoir fonctionner. On peut s'adapter. On a travaillé sur un protocole sanitaire extrêmement strict depuis des mois et des mois. Et on a montré qu'avec l'ouverture des remontées mécaniques, même de manière extrêmement limitée, il n'y a pas eu de cluster dans nos stations. Les montagnards sont respectueux, sont responsables. Donc, nous espérons évidemment pouvoir ouvrir nos remontées le plus rapidement possible pour tout le monde parce que les skieurs, les snowboarders, tout le monde commence à sérieusement piétiner. Ils sont impatients. Vous l'avez dit, vous vous êtes diversifié. Vous avez pu aussi maintenir l'organisation de nombreux événements. Je pense par exemple au week-end prochain avec le Trophée Andros. Oui, le week-end prochain, le Trophée Andros, Isola 2000 est une des stations qui accueille les étapes du Trophée Andros depuis des décennies maintenant. Et d'autant plus qu'on a un champion local, Christophe Ferrier, qui roule sur une voiture de la métropole Nice-Côte d'Azur, qui est isolien, qui d'ailleurs aujourd'hui, comme il neige à Isola, est en train non pas de piloter sa voiture, mais de piloter son chargeur pour déneiger la station et pour faire en sorte que les résidents puissent soit repartir vers Nice, soit accéder à la station aujourd'hui. Et puis, voilà, évidemment, on est prêt à l'encourager et à aller le voir, même si les conditions d'accueil des visiteurs seront un petit peu réduites par rapport aux autres années. Merci beaucoup, Mylène Agnelli, d'avoir été avec nous ce soir. Et puis, une belle saison. On vous souhaite une belle saison et une très belle année 2021. Merci beaucoup, merci. Et restons dans le domaine des sports d'hiver. Comme chaque année, la piscine du stade nautique Régnier 3 s'est transformée en patinoire pour le plus grand bonheur des petits et grands. Cependant, crise sanitaire oblige, des mesures d'hygiène doivent être respectées, mais cela ne semble pas décourager les amoureux du patin. Ambre Stalder et Serge Prémont sont allés le constater pour vous sur le port Hercule. C'est une image qu'on ne pensait pas voir de sitôt. Une centaine de personnes en train de patiner sur la glace. Pour la 20e année consécutive, la mairie de Monaco a transformé le stade nautique Régnier 3 en patinoire à ciel ouvert. Une sorte d'échappatoire, un semblant de vie normale dans le contexte actuel. De quoi donner le sourire pendant ces fêtes de fin d'année. Je dirais que le succès est naturel. Dès qu'on la met en place, les gens sont attirés sur le port avec ce petit village de Noël et cette patinoire. Et en termes de chiffres, on peut d'ores et déjà annoncer qu'on est quasiment sur les chiffres de l'an dernier, puisque à l'heure où nous parlons, plus de 10 000 entrées ont déjà été comptabilisées depuis l'ouverture de la patinoire. Si la glace était inaccessible au public pour la traditionnelle soirée du Nouvel An, elle reste ouverte tous les jours avec pour ordre de respecter bien évidemment les consignes sanitaires. Il y a une sorte de serpentin avec 2 personnes dédiées qui sont là pour faire respecter la file d'attente avec distanciation. Et file d'attente, pourquoi? Parce qu'on a une jauge cette année qui ne nous permet pas d'accueillir plus de 200 personnes à la fois sur la glace. On patine environ une demi-heure, on n'est pas à la minute près, mais ce qui est prévu, c'est que les gens restent environ une demi-heure. Comme nous avons pu le constater depuis son ouverture début décembre, la patinoire de Monaco ne désemplit pas. Peu importe les consignes à respecter, la couleur du ciel ou la température extérieure, les habitués, les débutants et les plus courageux ne manqueraient ça pour rien au monde. Il pleut, il fait froid, bon il fait pas super froid, mais j'ai mon gamin qui est là, il s'amuse.
Lui, ça le gêne pas et donc du coup, il y a ma capuche. Et ben le masque, ça y est, on a pris l'habitude. Ça fait quand même depuis le mois d'avril, mai. Ça va, on s'habitue petit à petit. Premièrement, j'aime bien patiner et il y a aussi mes amis. Voilà, c'est sympa, on patine ensemble et voilà. Pour en profiter, comptez 7 € pour les plus de 5 ans. La location des patins est gratuite. Masques et gants sont obligatoires. À noter qu'à partir de lundi, la patinoire ouvrira ses portes à 11 h et ce jusqu'au 7 mars. Oui, et puis le 10 janvier, la patinoire se transformera en circuit pour les voitures radioguidées. Entre 8 h et midi, une activité proposée en collaboration avec MC Click. Rejoignons Vanessa Dessy pour le reste de l'actualité. Les soldes d'hiver sont lancés en principauté, Vanessa. Oui, Émilie, l'opération a commencé dès ce matin, samedi 2 janvier. Le lancement des soldes d'hiver offre cette année encore la part belle à la principauté. Autant dire que le Rocher a de quoi séduire bon nombre de consommateurs. Ce point circulation à présent du côté de Fontvieille. Effectivement, le tunnel sous le Rocher interdira la circulation par tronçon du 4 janvier au 12 février prochain, de 21 h 30 à 5 h 30 du matin, sauf les week-ends. Il s'agira d'effectuer des travaux de purge et de confortation. Et puis les 2 roues seront une nouvelle fois à l'honneur dimanche prochain à Monaco. Oui, face au succès de la première édition effectuée à l'occasion de la Semaine européenne de la mobilité, le rendez-vous est pris le dimanche 10 janvier. Cet événement convivial organisé par la direction de l'environnement se déroulera dans le strict respect des règles sanitaires. Le parcours entraînera la fermeture de 10 h à 18 h de certaines voies de circulation, le boulevard Albert Ier, une partie de l'avenue Kennedy et de la route de la piscine. Merci Vanessa, on se retrouve tout à l'heure pour les prévisions météo. Et si manger sainement faisait partie de vos résolutions? Cette période des fêtes de fin d'année a peut-être été un supplice pour votre estomac. Foie gras, huîtres, chapons, bûches, chocolat. La liste est longue, mais comment à présent digérer tous ces excès? Vous avez déjà eu quelques éléments de réponse dans notre édition du 31 décembre avec la diététicienne nutritionniste Marine Grisoul. Christine Datomel, vous vous êtes rendue en pharmacie pour collecter d'autres conseils et astuces. Oui, Émilie, les fêtes de fin d'année riment généralement avec prise de poids et crise de foie. Alors, en moyenne, cette année, les Européens auront pris 1,5 kg durant ces fêtes de fin d'année. Il existe des solutions pour compenser ces excès. Je vous propose tout de suite de nous rendre à la pharmacie internationale où nous attend Christophe. Est-ce qu'il existe des solutions pour bien commencer l'année 2021 ? Ça passe tout bêtement par des mesures simples et de bon sens, à savoir des repas plus légers, bien évidemment, supprimer l'alcool, le tabac, éviter certains aliments, notamment la viande, les viandes rouges, tout ce qui est gras, tout ce qui est sucré. À l'inverse, privilégier les fruits, des légumes. En complément de ces mesures, on peut aussi chouchouter notre foie avec une source de chaleur. Tout simplement une bouillotte qu'on pose sur le ventre le soir au coucher, 15-20 minutes. Ça va l'aider dans ses fonctions. Bien s'hydrater aussi, c'est important, de favoriser le drainage et donc l'élimination par voie rénale des toxines. En plus de ces mesures, pour soulager rapidement l'inconfort digestif, moi ce que j'aime bien conseiller, c'est l'aromathérapie, huiles essentielles, notamment de menthe poivrée et de citron, qui sont d'excellents toniques hépatiques et donc qui vont rendre la digestion beaucoup plus commode. La bétaïne, citrate de bétaïne, que tout le monde connaît. Après, il y a des plantes, des incontournables, chardon-marie, qui a vraiment une action très, très globale sur le foie, qui est hépatoprotecteur, qui stimule aussi la sécrétion biliaire. Si on veut faire un traitement de fond en cure courte, de 3 semaines, 1 mois, il y a des fournisseurs qui proposent des compléments alimentaires très complets. Puis un fournisseur, je vois, 100% monégasque. 100% monégasque, le détox de Physiomance, de TerraScience, qui est très complet, donc qui contient des plantes, qui contient des vitamines. Il faut associer des vitamines, des acides aminés, des minéraux, des antioxydants. Et donc là, ça va avoir une action synergique et globale sur le foie. Alors, vous aurez compris ce qu'il vous reste à faire en attendant l'épiphanie le 6 janvier et sa traditionnelle galette des rois, Émilie.
Et nous relancerons l'éternel débat brioche ou frangipane. Merci Chrisinda. D'une tradition à l'autre, place à présent au coup de cœur de la médiathèque de Monaco. Cette semaine, il s'agit d'une biographie de Niki de Saint-Phal Trencadis de Caroline Déhins. Céline Sabine nous dévoile cet ouvrage qui nous permet d'en savoir plus sur l'artiste et la femme qu'était Niki de Saint-Phal. Trencadis est la biographie romancée de Niki de Saint-Phal, plasticienne célèbre pour ses performances artistiques dans les années 60, mais aussi pour ses nanas monumentales. Ce livre retrace à la fois le parcours artistique de Niki, mais aussi sa vie familiale et personnelle. Violée à l'âge de 11 ans par son père, elle tombe rapidement dans une dépression et tente de se suicider. C'est alors à l'asile où elle est internée qu'elle a une révélation, elle découvre l'art. Cet ouvrage est construit comme un puzzle, un patchwork qui alterne entre narration biographique, interviews de personnes qui ont côtoyé l'artiste, mais aussi des extraits d'archives, des citations, etc. Cette biographie est construite à l'image de l'œuvre et du style de Niki de Saint-Phal, qui s'est inspirée de la technique catalane du trencadis. Cette mosaïque réalisée à partir d'éclats de céramique et de verre. Ce livre met en lumière cet artiste disloqué très jeune et qui, grâce à l'art, a rassemblé et recollé les morceaux de son identité afin de se reconstruire et de renaître. Caroline Déhins dresse ici un portrait vivant, émouvant, audacieux et parfois drôle d'une créatrice au talent fou et surtout d'une femme libre. Et la médiathèque de Monaco propose d'ailleurs un beau rayon de livres d'art à découvrir. Avant de nous quitter, un mot sur les prévisions météo pour ce dimanche. Avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer, Vanessa ? Et non, malheureusement, Émilie, c'est une journée nuageuse, voire pluvieuse qui nous attend encore ce dimanche 3 janvier. Des rafales pouvant atteindre 26 km/h avec un vent de sud-ouest sont à prévoir. Les températures oscilleront de 5 à 7 degrés. Le soleil se lèvera à 8h02 et se couchera à 17h06 et nous fêterons les Genevièves. Merci Vanessa et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info, y compris le week-end. Un rappel avant de refermer ce journal, c'est aujourd'hui qu'entrent en vigueur de nouvelles mesures en principauté. L'accès au restaurant est désormais limité aux monégasques, aux résidents et aux personnes travaillant à Monaco. Une mesure qui concerne aussi bien le déjeuner que le dîner. On se quitte comme depuis le début de la semaine avec les plus belles photos de l'année 2020 et la rétrospective des photographes de la direction de la communication. Profitez bien de votre week-end et on se retrouve demain, dimanche, sur Monaco Info pour le best-of de la semaine.